À travers donc cette rapide plongée épigraphique, on apprend donc que l'histoire du titre, tel qu'on le connaît, est essentiellement un prolongement littéraire de l'histoire de l'étiquette, de la marque de différenciation, comme je disais tout à l'heure, intrinsèquement liée au concept d'appartenance et par conséquent à celui de prix et de valeur. Même l'histoire des boutiques, comme je vous montrais tout à l'heure, des magasins, est une excrescence de l'histoire des enseignes, de l'établissement d'une forme de fidélité avec le client. Si ton truc n'est pas bon, je viens te casser la gueule, et le commerçant il dit non mais je suis là, je ne bouge pas, c'est mon enseigne. T'inquiète, mon truc est bon. Des milliers d'années passent et nos titres évoluent, ils se spécifient et ils se précisent, ils deviennent de plus en plus complexes et tout petits. Ils marquent des micro-unités, ils certifient des paroles, ils capturent des fluctuations de sens, établissent un contrat, ceci, cela. Le titre est alors un repère spatio-temporel qui sert à déterminer la valeur. Il applique à ces objets une mécanique variée, mais toujours en un certain sens semblable à elle-même, qu'on peut certifier en un certain sens comme si c'était une forme de pancarte aimantée. Le titre alors applique cette réduction symbolique qui encadre un objet, un contrat sémiotique qui le rend maniable. Ça formule une prise, une mécanique de prise, est en même temps une forme d'abstraction. Que l'objet soit un appartement, un jour de la semaine, une forme d'amitié, l'effondrement d'un empire, ou bien une patate, ça ne change pas grand-chose. En bref, si cela est vrai, je ne pouvais pas ignorer les vastes opérations de titrage à l'œuvre dans le monde financier, qui me paraît être aujourd'hui la forme la plus complexe de cadrage dynamique du réel. L'indexation financière me semble alors participer, avec l'épinglage de données informatiques et les architectures de réalité augmentée, d'une innervation alphanumérique généralisée qui réalise une forme de sous-titrage agressif du monde phénoménal. J'appelle donc métatitrage cette opération de capture et de reconfiguration des valeurs par des moyens titrologiques. Commence alors comme ça la dérive, en pure intuition et sans accroche réelle. Commence comme ça et peut pas comme ça continuer car titre égale item aujourd'hui, c'est-à-dire truc. Et comment peut-on faire une recherche sur un truc, un machin, ne pas tourner un rond ou alors si. Mais pour moi vient toujours le moment, lorsque je fais des ronds autour d'un sujet et je mâche, vient le moment où il n'est plus possible d'agir par des moyens distanciés. Alors je vrille. Et j'applique quelque chose comme une démarche qui pourrait se formuler ainsi. Je rentre dans le sujet, je me fais modifier par le sujet, puis je viens vous voir, modifier, et je vous dis voilà, j'ai fait ceci. J'ai fait un pas de plus dans une direction qui n'en est pas une. Et là, vous me direz, et alors? Et moi, je dirai à plus. Et je repars. Bref. J'apprends en lisant un document qui me semble douteux. J'apprends en lisant de l'existence de America the Beautiful. C'est un film de 1945. Et apparemment, c'est le premier film en couleur à avoir été sous-titré officiellement pour la distribution à un public sourd aux États-Unis en 1951. C'est un documentaire produit par Warner Brothers, inspiré d'un poème de Catherine Lee Bates, 1895, devenu ensuite un hymne patriotique. Dans le film, on traverse la variété des paysages des États-Unis. Une voix nous raconte un pays industrieux et riche de merveilles. On voit la couleur du blé, les montagnes grandes, les fleuves avec les grands bouts de bois qui nagent. On voit aussi les caravanes, les gens heureux, les gens qui travaillent beaucoup. On voit le ciel avec les oiseaux. On voit aussi les villes qui poussent vite vers le haut. Et la voix nous dit, en veux-tu, en voilà, nous avons tout cela. C'est la terre, c'est l'Amérique, c'est beau et c'est à nous. C'est un film sur l'abondance, un film sur la beauté. Sur plusieurs conceptions de la beauté, naturelle, artistique, sociale, morale, théologique en un certain sens total. 17 minutes de beauté, puis les 2 dernières minutes sont étranges. On nous dit que pour gérer toute cette beauté, il faut faire 3 choses. Produire,
conserver, économiser. On voit les hommes et les femmes qui travaillent, on voit le feu. On nous dit que c'est dangereux, on voit le pain et la viande, on nous dit de partager avec ceux qui le méritent. On voit la banque, on voit les billets, on voit les titres. Sur les titres, il y a écrit « Guerre ». C'est un film sur la beauté. Titriser un pays, la beauté d'un pays, l'idée de beauté d'un pays. Rassembler en un portefeuille l'idée de la guerre d'un pays qui est beau. Ce portefeuille contient les créances d'une citoyenneté, la dette qu'on a envers un pays, la dette justifiée par la beauté du pays. La beauté justifie ensuite la guerre. La guerre est belle. J'aurais voulu vous montrer ces images, les retitrer, rajouter une couche à ce titrage diffus des obligations d'État indexées sur des images de la beauté, des images morales qui fluctuent, et une voix gravée en sous-titre pour une communauté de sourds, multipliée par les obus et les grenades de la guerre numéro 2, appelée elle aussi à jouer sa part dans la dissémination des titres, la répartition des actions qui constituent la beauté. Coïncidence trop gonflée pour en être une, un film sur les titres financiers sous-titrés. Tout cela inspiré d'un poème qui, déjà indexé, mettait des mots sur des images, des abstractions. Je n'ai pas trouvé la version sous-titrée de 1951. J'ai seulement une copie de 45 sous-titrée par YouTube. C'est pas pareil. La prise est artificielle, la métrique manque. Je renonce alors, et dans cette inquiétude, incapacité à saisir, j'avais peut-être déjà l'intuition de ce qu'allait venir. Selon Guy-Serge Korangi, vendeur de journaux d'Abidjan, Côte d'Ivoire, le titrologue est celui qui se place tôt le matin devant le kiosque et scrute la vitrine où sont affichées les unes de tous les quotidiens. Il n'achète pas le journal, il lit les titres comme on lit le monde. Il tire ensuite de cette lecture sommaire une interprétation générale de la marche du monde et il s'en va lui-même marcher dans la ville, où il va dire qu'il paraît qu'on dit que d'après ce que j'ai appris, il semblerait que. Guy-Serge Korangi fait explicitement référence aux titrologues comme des animateurs de rumeurs. Ce rôle d'interprète, de faiseur de rumeurs, qui finissent par se condenser en de comportements de masse, en opinion publique, loin d'être une simple curiosité, me semble bien correspondre à certains mécanismes de lecture en survol, de prédiction autoréalisatrice, qui sont pratiqués dans la finance par les agences de notation, les cabinets de conseil et les traders. La question qui se pose, effectivement, est de savoir comment on lit le monde et comment le marché le lit à son tour avant de nous le renvoyer noté et équipé d'accroches investissables. Sur cette lancée, je me suis dit, quelque chose comme une sorte de pratique interprétative oraculaire pouvait se pratiquer aussi au niveau des sous-titres. Allons et établissons une grande piscine de sous-titres tirés de vidéos YouTube autour de la finance et lisons-les comme une masse de discours. Lisons-les et quelque chose sortira. J'entasse alors une bonne quantité de sous-titres de la sorte, un tableau, en voici un, et je m'apprête à en tirer toutes les conséquences. Je me serais donc lancé dans une sorte de distant reading d'une masse documentaire qui garda une trace d'un discours public autour de la finance. J'aurais pu tracer des liens, faire émerger des formes rhétoriques, expliquer certaines corrélations iconotextuelles fort curieuses. Par exemple, comment expliquer le lien évident entre main et finance? Pourquoi, quand on parle de finance, de crise de subprimes, de bitcoin fou, de mouvement brownien, pourquoi tout le monde serre les mains, gesticule affreusement? Bref, tout en sachant que ce protocole n'aurait résolu quoi que ce soit, j'y allais à fond comme les artistes le font, paraît-il, persuadé de mon hallucination et profondément convaincu que quelque chose allait bien se produire qui justifierait la masse de temps que je dépensais. Imaginez alors mon embarras lorsque le 12 octobre, le comité d'organisation de ce même colloque dont je fais partie décide de retitrer mon intervention. Des titres et des sous-titres. Je demande des explications au sujet de cette modification et l'ami Boris m'explique tout. Ce n'est qu'un changement de façade, c'est un souci de communication pour attirer d'éventuels investisseurs un peu frileux qui auraient du mal à investir un bon capital d'attention face à un titre si indigeste le matin, j'en conviens. Le titre change, mais derrière, en dessous ou à côté, bien évidemment, je peux continuer mon délire titrologique et faire une analyse de données complètement perchée sur mes sous-titres financiers.
Je souffle, mais demeure en moi un sentiment d'inquiétude. Le titrage est ma méthode. J'impose à ma pensée une gymnastique quotidienne d'interprétation des mécanismes titrologiques. Je tire ma propre autorité, ma légitimité de parole de ce titre de titrologue. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tac, on me retitre, on me titre dans le dos. Hein? Mon embarras devient un questionnement alors, et mon questionnement devient une prise de conscience, et ma prise de conscience devient un embarras, et puis encore un questionnement. J'en tire toutes les conséquences. J'applique ma science. Le titre qu'on m'a collé est un titre générique. C'est malin. Le mien était un titre hyper réaliste, baroque, tellement proche des données brutes qu'il en devenait inopérable. C'était un titre peut-être moyenâgeux, trop descriptif, comme ceux qui annoncent les chapitres. Le titre actuel est un titre large, un titre cargo, je dirais. Là est toute l'intelligence de mes conspirateurs. Je commence à comprendre. Ils n'ont pas balayé mon titre. Ils l'ont titré d'un titre plus large, qui puisse contenir à la fois mon intervention établie et une immense quantité d'autres interventions possibles. Je vois maintenant, et je commence à mesurer la finesse de l'intelligence titrologique et financière à la fois de mes malfaiteurs, que désormais, à la lumière de ces considérations, je peux carrément considérer comme des associés. Je comprends deux choses encore. On peut changer le titre de quelque chose sans que ce quelque chose change. J'aurais pu carrément garder mon intervention telle qu'elle était et laisser que le titre agisse d'encadrant auprès des investisseurs. Le titre de toute façon est toujours ironique, parfois seulement poétique. Mais en tout cas, il est censé représenter quelque chose dont il ne fait qu'esquisser la prise, l'embouchure. Le titre ment en disant haut et fort, vous êtes ici, alors que vous n'êtes pas vous et ici n'a pas de sens. Je me décide alors au parti pris d'un retitrage permanent. Je me dis multiplier les titres, recadrer à plusieurs reprises une captation de réalité. Voilà une méthode. J'entends Boris parler du mouvement brownien. Il utilise la métaphore de la marche d'un ivrogne. Je me dis que si le marché est ivre, alors c'est au bar qu'il faut se rendre pour comprendre. Je vois mon ami journaliste de Chicago qui connaît quelque chose de la crise des subprimes, des luttes pour le logement. Je lui parle de cette idée. Je lui dis, j'ai l'intention d'aller au bar pour comprendre la titrologie financière. Il lit, il rit. Il me dit que je suis un alcoolo, mais que c'est une bonne façon d'optimiser mes activités de prédilection. Face à mon plus grand sérieux, il reste pensif quelques instants, puis il évoque un souvenir d'enfance. Quand j'étais jeune, à Chicago, le stock floor était encore ouvert. Maintenant, c'est mort, ça ne se passe plus comme ça. Je me souviens, dans le train le soir, les traders étaient toujours ivres, la cravate lâchée autour du cou. En observant attentivement leur ivresse, triste ou exaltée, on pouvait imaginer l'allure du marché. J'ai cette image maintenant dans la tête. Mon ami jeune lisait le marché dans l'état d'ivresse des traders dans le train à Chicago. Était-il aussi titrologue ou piti, d'une ivresse plus grande, celle des vagues incalculables et pourtant prévisibles de la valeur abstraite? A-t-il finalement pratiqué ce qu'on appelle finance comportementale à une échelle toute petite, à l'échelle d'un homme bourré? Je vais au bar alors, sans doute dans le mauvais bar. Je n'entends rien. Les gens parlent d'autre chose. Je me dis que leurs discours, en tout cas, sont titrés. Leurs affects aussi sont titrés. Mais personne n'en parle. Je suis suffisamment ivre pour tenter de marcher comme le marché. Je rentre alors, mais c'est raté. Je ne boite pas assez. On ne peut pas singer le marché. Et on ne peut pas boire autant que le marché boit. Il faut autre chose. Il faut une image différente, encore un titre, une didascalie. Alors un souvenir encore, à moi cette fois-ci, Trieste, où je suis né. Il n'y a pas de flore à Trieste. Il y a la mer et il y a un port franc qui fonctionne comme une porte pour le commerce entre l'Europe et l'Orient. Il y a des navires cargo garés dans le golfe pendant des semaines. Ça fait comme des lignes, des traits horizontaux sur le parquet. Qu'est-ce qu'ils font toujours comme ça dans l'eau, les bateaux là-bas? J'ai demandé un jour à mon oncle, qui est musicien et n'en sait rien des bateaux, et encore moins de la finance. Il m'a répondu, et je me souviens très bien de cette réponse, ils attendent que le prix de ce qu'ils ont à décharger monte. C'est beau déjà sans rien savoir, les bateaux cargo dans le Golfe. C'est encore plus beau quand tu sais comment cela fonctionne un petit peu,
C'est Simondon qui dit ça à Derrida dans une lettre qu'il n'a pas envoyée à Derrida. Il lui dit « Un pylône hertzien, c'est beau quand tu comprends un petit peu ce que ça fait en haut d'une colline. » Je trouve dans cette image beaucoup de points qui sont là depuis le début. Une forme de beauté technique, la captation et l'abstraction titrologique, l'indexation sous-jacente de la réalité et le retour, en forme percevable, de ces effets, traduits par des entités définies, des positionnements réels, des gesticulations. Je retrouve le cargo, le portefeuille, le titre qui contient des titres, l'agglutination du contrat en unité mobile. Je retrouve le temps et la fluctuation des valeurs, et encore le regard, cette lecture des traces sous-titrologiques, les discours et les rumeurs qui les abritent, car on lit le monde qui nous lie à son tour en lisant nos lectures. Mais si on parlait d'autre chose, et si on refusait de conclure, ou d'honorer le contrat du sens, je veux dire si simplement on appliquait une échelle différente aux mesures de valeur. Bifo parlait de son idée de finance. Il disait « La poésie fabrique des excès de signification sémiotique. » C'est cette abstraction même que semble avoir anticipé l'abstraction du capitalisme financier. Et pourtant, quand Bifo dit cela, il porte comme exemple Hölderlin et Rilke. Il utilise pour penser une poésie très spécifique, celle du dépassement des limites du langage par l'abstraction. D'où l'angoisse et l'étouffement, dans ce qu'il nomme la grille sémiotique de la finance. Je pense pour ma part que l'outillage n'est pas anodin, et que pour penser par Ponge n'est pas pensé par Rilke. Et alors coupler Ponge et Ginsberg, n'en parlons pas. Il y a des poètes qui décrivent un saut vers l'au-delà, mais il y en a d'autres qui utilisent l'au-delà pour agir sur l'en-deçà. Ainsi, je ne sais pas ce que c'est que la poésie, mais par la poésie, je peux assez bien savoir ce que c'est qu'une figue. Il en va de même de la finance, j'espère. Il y a des poèmes qui s'en fichent ouvertement du langage abstrait, qui ne produisent pas d'abstraction, qui agissent par cadrage, qui organisent au lieu d'excéder. C'est le but de Google, organiser l'information du monde. Et je le souscris de bon gré, à l'exception près que nous ne sommes pas d'accord sur le terme d'organisation, d'information et encore moins sur celui de monde. Va falloir négocier. Alors, poème finance, ça donne quoi? N'est pas lisible au sens script, doit être pragmatique. Chacun de ces vers qui ne sont pas des vers produit un effet de modification des autres vers. Sera fait par tous, dans un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Sera composé d'un mouvement de titrage continu, de négociation des hétérogénéités et des paris sur ce qui peut constituer un sens commun. Pour le réaliser, nous nécessiterons de poèmes techniques, plus petits. Prolongement de la métrique à la totalité des mesures, dans toutes les directions et dans toutes les autres. Pas baroque, rococo. Fractal, je veux bien, mais frivole. Ne peut qu'être programmatique. Ressemble donc à ce que les troubadours appelaient razzo. Brève introduction en prose qui annonce et décrit le fonctionnement du poème qui viendra. Sauf que le poème ne viendra pas. En cela, le poème est entièrement spéculatif. Cette description qui constitue le poème finance, consciente des mécanismes de cadrage qu'elle opère et consciente du fait que ces mêmes mécanismes la rendront consommable au moment précis de son accomplissement, s'arrête net de s'énoncer pour continuer par d'autres moyens que la poésie, comme ça, en plein milieu d'une... Merci, merci. Donc, si on a si vous avez des questions, on a quelques minutes. Du poème de Mallarmé, Un coup de dé, parce qu'on ne sait pas si le titre c'est le poème, si la phrase est au milieu du titre, etc. Enfin, ce poème-là m'a souvent servi comme métaphore du marché financier. Bon, j'en parlerai peut-être plus tard, mais c'est vrai que j'aime bien le lien entre poème et
spéculations qui se passent dans le marché financier, parce que le sens est justement porté au-delà de la métrique usuelle des probabilités. Enfin bon, j'en parlerai plus tard, mais je voulais juste faire cette remarque. Mais voilà, merci. Non, par rapport à peut-être ce que Elie Ayash va dire cet après-midi, ou pas, des rapports entre finance, prix, écriture, comme quelque chose qui est en train de se faire et qui fait ce qui est en train de se faire. Moi, j'avais une question sur ta réflexion sur les titres, où on a vu que on peut se dire que le titre, ça vient après, il y a quelque chose, et puis on lui donne un titre. Mais il me semble qu'il y a toute une série, ou un sous-titre, ou voilà, c'est un peu secondaire le titre, mais il me semble qu'il y a plusieurs parties de ton intervention qui nous montraient que ça peut aussi venir avant et que ça produit des effets quand ça vient avant, et que c'est déjà une forme d'écriture, non pas de réécriture ou de justement de quelque chose qui vient par-dessus, mais qui fait partie d'une écriture. Et je ne sais pas si j'imagine que tu as réfléchi sur plein de choses sur le titre, parce que ça fait longtemps que tu en parles, mais sur cette temporalité du titre qui a l'air de revenir nommer la chose, et quand est-ce qu'il fait la chose, ou voilà, je sais pas. Ouais, ça, moi, je réfléchis au titre. Il y a une variété de titres assez époustouflante. Moi, le plus je rentre là-dedans, le plus je me rends compte que vraiment il y a une ramification des modalités de titrage, soit-elles littéraires ou pas, qui est vraiment dingue. Il y a des titres anticipateurs, en quelque sorte, ou qui fonctionnent comme des aimants, un petit peu. Et d'autres qui en fait se plaquent par la suite, ou qui sont plaqués par la suite sur un objet pour aller le circonscrire. Dans le cas d'une pratique d'écriture, je trouve qu'il y a pas mal, je sais qu'il y a pas mal d'écrivains qui commencent par le titre, et d'autres qui trouvent le titre à la moitié ou à la fin de l'ouvrage, enfin, peu importe, mais tu le sais toi-même, je pense que comment un titre vient à l'esprit. Mais je trouve qu'il fonctionne parfois comme un élément de cadrage qui pourrait aller encadrer quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Ça c'est clair. Donc l'idée qu'on puisse mettre une caméra sur un coin d'une pièce et qu'à cet endroit-là, quelque chose se passe justement parce qu'on induit une circonstance. Donc il y a des mécaniques titrologiques d'induction de la signification. Ça c'est clair. Et je pense que dans la titrologie financière, c'est quelque chose qui se passe un peu tout le temps, en fait. C'est-à-dire, on va... Il y a certainement moi, je trouverais que là-dedans une forme de volonté de couverture totalisante. Donc, réussir à multiplier les titres, soit-ils inframinces ou planétaires, pour couvrir toute possibilité de plus-value, quoi. Donc, une induction de la production de valeur, de la production de l'excès. D'où le problème que j'ai avec les formulations de Bifo là-dessus. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va toujours penser l'activité poétique comme quelque chose qui produit quelque chose en excès? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à ça à l'envers? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, merci pour ton intervention, c'était très impressionnant. Et moi, j'avais une question à te poser par rapport à la dimension un peu humoristique de ce que tu as fait et de ce que tu as déjà fait par le passé. Moi, il m'a semblé que là, tu avais réussi à trouver un point d'équilibre où tout d'un coup, c'était drôle, mais on ne sentait pas vraiment d'ironie quelque part. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce lien que tu as par rapport à l'ironie sur des questions comme celle que tu as traitée là?
Est-ce que tu crées une distance ou est-ce que tu te laisses complètement prendre par ton sujet et finalement c'est juste le sujet qui est drôle, quoi? Je pense que le sujet est drôle à sa manière. Hein. Il y a un côté des fois, on fait des opérations d'induction d'absurdité. Hein, et là, il ne faut même pas y aller. Hein. Ça se fait tout seul, le côté absurde. Mais quant à la question de rentrer dans le sujet, moi, je répète, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je mens, pas celle-là. Donc, j'y vais vraiment à fond dans d'où la performance, c'est pas moi qui lis le machin. La performance, c'est moi depuis un an qui lis des machins de finance. Tu vois, c'est n'importe quoi et en même temps, ça produit quelque chose. Ça produit une forme de regard déréglé et ça produit en fait, des enchères de valeurs sémiotiques à l'intérieur de ma tête, hein, et qui n'ont probablement aucune pertinence sur un marché qui n'est pas celui, disons, interindividuel qui se passe ici. Et nous sommes entre potes, quoi. Mais donc oui, là-dedans, il y a une démarche que je ne dirais pas ironique parce que je l'assume pleinement, en fait. Il y a à la limite c'est ironique du moment où je te le présente, ça oui. Mais ma démarche, je la prends entièrement au premier degré pour le coup. C'est même le pari. Ok, du coup, merci Gabriel, merci pour les questions. Je pense qu'on va enchaîner pour pas accumuler du retard. Merci.